Alors bonjour à toutes et à tous, je suis avec Marie-Cécile Bodéus et je me présente, Ludovic Ledraoulec. Nous sommes tous les deux avocats et associés chez De Grandpré Jolicoeur. Puis on est là avec vous pour vous présenter le Speed Condo sur la gestion des copropriétaires difficiles. Alors, c'est la gestion des copropriétaires difficiles dans les immeubles en copropriété. Alors, c'est un sujet évidemment captivant puisqu'on a tous, en tant qu'administrateur ou gestionnaire de copropriété, affaire à un moment donné à un ou des copropriétaires difficiles. La présentation de cet après-midi vise en fait à ce que vous puissiez, à la fin de cette présentation, être capable de mettre ces copropriétaires difficiles dans une des 4 catégories dont on va vous parler. Alors, on a déterminé 4 grandes catégories de copropriétaires difficiles. Vous serez aussi capable à la fin de la présentation de peut-être mettre un prénom et un nom sur un des copropriétaires de chacune de ces catégories. Et nous passerons par la suite, une fois qu'on aura défini l'intégralité de ces 4 catégories ensemble, on essaiera de trouver des trucs, des astuces, des pistes de solutions. Comment faire pour les encadrer, ces copropriétaires difficiles, et comment faire pour vivre avec, en fait, ces copropriétaires difficiles. Et on va aborder trois situations. Alors, comment faire pour s'occuper de ces copropriétaires difficiles dans leur relation avec le conseil d'administration, donc dans la vie quotidienne de la copropriété? Comment faire dans les assemblées de copropriétaires, puisqu'ils sont souvent très présents et certaines fois très vocaux dans les assemblées de copropriétaires? Et comment faire si, malheureusement ou heureusement, ces copropriétaires difficiles se retrouvent au sein même du conseil d'administration? Donc, comment faire pour pouvoir en tirer le meilleur profit? Alors, donc, dans un premier temps, on va passer avec vous les 4 grandes catégories de copropriétaires difficiles. Donc, on va définir ce qui en fait partie. Alors, Ludovic, je te laisse peut-être commencer avec la première catégorie. C'est l'angoissé. Alors, le copropriétaire angoissé, quels sont les signes qui vont vous permettre de reconnaître le copropriétaire angoissé? Eh bien déjà, ça n'est pas quelqu'un de foncièrement méchant ou particulièrement virulent. C'est quelqu'un en général de gentil, de serviable, mais qui s'avère rapidement une personne inquiète. Alors, elle vous soumet des situations qu'elle vit systématiquement comme des problèmes potentiels pour lesquels elle veut vous mettre en garde. Alors, elle entrevoit facilement des champignons dans les murs, des cernes d'eau au plafond, et tout ce qui est nouveau est une source d'anxiété, une source de préoccupation. Alors, pour vous donner un exemple concret, la loi 16, qui a réformé le Code civil du Québec en janvier 2020, la loi 141 sur l'assurance condo, ce sont des événements, des nouveautés qui, pour une personne, un copropriétaire angoissé, est une source terrible d'angoisse parce que c'est quelque chose qui peut générer une augmentation des coûts, donc des dépenses, donc de ses frais de condo, et elle va avoir énormément de questionnements et de craintes à comment tout ça va être appliqué. C'est par exemple aussi quelqu'un qui sait qu'on a commandé une expertise ou qu'on a commandé une étude du fonds de prévoyance ou qu'on a commandé un carnet d'entretien, et avant même que ce document soit livré, elle panique. Elle panique à l'idée de lire ce qu'il y a écrit dedans. Elle panique à l'idée qu'on lui dise qu'il y a des problèmes, alors qu'en fait, concrètement, il n'y en a pas encore et que ce sont de toute façon des documents qu'il va bien falloir recevoir. Alors, c'est à peu près ça le profil de notre première catégorie. L'angoissé est aussi la personne, Ludovic, qui va, dans certains cas, regarder des textes sur Internet ou qui va prendre connaissance d'émissions à la télé et qui va transposer le tout à sa propre copropriété. On peut également le voir dans cet état-là. Deuxième catégorie, ce qu'on a appelé sur la présentation l'audacieux. En fait, je ne suis pas tellement d'accord avec ce terme-là, qui est plutôt politiquement correct. Moi, je l'appellerais plutôt le suspicieux. Alors, le suspicieux, ben, on va appeler un chat, c'est le copropriétaire, c'est l'emmerdeur de service dans l'immeuble. C'est celui qui va écrire au conseil d'administration, qui va demander continuellement à consulter les registres de la copropriété. Il va demander à voir chacune des factures.
Il va demander à voir chacun des chèques qui sont émis. Il va mettre en doute les capacités et l'honnêteté, même des fois, du conseil d'administration ou de certains administrateurs. Il va toujours suspecter qu'il y a anguille sous roche dans la copropriété, que quelqu'un tire un intérêt quelconque. Alors, c'est celui qui va supposer que la petite caisse sert aux fins personnelles du conseil d'administration. C'est celui qui va supposer que les administrateurs se payent des frais à même les frais de condo. C'est celui qui va toujours douter. Le problème avec ce copropriétaire, c'est l'absence totale de confiance qu'il va avoir à l'égard du conseil d'administration et de chacun des administrateurs. Il va pousser ce copropriétaire-là, en fait, souvent, les conseils d'administration à un formalisme pur et dur. Donc, les conseils d'administration qui, des fois, travaillent un petit peu à la bonne franquette, hein, parce qu'on est des fois une petite copropriété, vont être amenés, suite à ce type de comportement-là, à devoir suivre rigoureusement les règles qui s'appliquent à tous. Le suspicieux, c'est un peu le profil qui est toujours dans le doute et la méfiance, et c'est le profil en fait où plus vous lui répondez, plus il va en demander. Notre troisième catégorie, c'est la catégorie qu'on a appelée derrière son écran. Alors, les signes de reconnaissance de ce copropriétaire-là, eh bien, c'est celui qui envoie des lettres, celui ou celle qui envoie des lettres, des mises en demeure, qui menace sans cesse de poursuivre sans vraiment connaître ses droits ni ses obligations. C'est celui qui lit toutes sortes d'articles sur le web et c'est un peu le marginal, donc l'éternel incompris qui, caché derrière ses convictions, est souvent quelqu'un de très procédurier et qui, une fois qu'il n'est plus derrière son écran, n'est pas si n'est plus si procédurier et si problématique. Donc, c'est quelqu'un qui va être possiblement insultant en virtuel, donc dans ses courriels, dans ses échanges, peut-être même téléphoniques, mais qui, en vrai, lors, par exemple, d'une assemblée physique, ne va pas être, il sera peut-être pas doux comme un agneau, mais ne va pas être vrai aussi vindicatif que dans ses écrits. C'est celui qu'on appelle aussi monsieur majuscule. Alors, celui qui écrit des courriels, vous savez, en lettres majuscules, soulignées, gras, c'est ce type de copropriétaire-là. C'est celui aussi qui cite des extraits de procès-verbaux ou de textes hors contexte pour soutenir sa position. Puis c'est celui aussi qui attend désespérément une réponse là, derrière son clavier au courriel qu'il a envoyé au conseil d'administration. Ce qui nous amène à notre dernière catégorie. De loin, je pense, ma préférée en matière de copropriétaire difficile, et c'est le perturbateur. Le perturbateur est celui qui est motivé par la volonté de mettre le trouble dans la copropriété. C'est celui qui a un besoin profond d'attirer l'attention de tous. Alors, ces actions ne seront pas motivées par une angoisse, ils ne seront pas motivés non plus par un doute sur l'honnêteté ou l'intégrité des membres du conseil d'administration, mais par une volonté désespérée d'attirer l'attention sur lui. Alors, ça va être le spécialiste qui va ramener des vieilles affaires à la copropriété, là, des histoires d'il y a 12 à 15 ans qui n'ont plus vraiment d'importance. C'est celui qui ramène ça. C'est celui aussi qui a tellement besoin d'attention qu'il faut qu'il soit le centre de tout ce qui se passe à la copropriété. Il va avoir tendance à faire circuler des pétitions à la copropriété. Alors, c'est lui là, qui va faire des affichages sur les babillards. Il va envoyer des courriels à certains copropriétaires. Il va faire du porte-à-porte. C'est celui aussi... des procurations. C'est aussi le coureur de procuration. Oui. Alors, celui qui, même avant qu'on convoque une assemblée, il est déjà en train d'aller prendre le café avec tout le monde pour pouvoir avoir les procurations. C'est le spécialiste des affichages, que ce soit la copropriété, que ce soit, peu importe, différents moyens. C'est le spécialiste aussi peut-être de la page Facebook de la copropriété. Alors, oui. Celui qui veut mettre à jour toutes sortes d'histoires qui n'en sont probablement pas une. C'est celui aussi qui a un malin plaisir à apostropher
les administrateurs à leur sortie de l'immeuble, à la salle de déchets, au garage. C'est celui aussi qui va essayer de s'illustrer devant les entrepreneurs de la copropriété ou différents mandataires de services. Là, il va essayer de montrer à quel point il est important et à quel point il est utile dans la copropriété. Et c'est celui aussi qui, ultimement, s'il n'obtient pas l'attention dont il a besoin, va être le spécialiste du putsch en copropriété. Vous savez, le copropriétaire qui va faire circuler des demandes, qui va être à l'origine des assemblées de destitution, c'est ce copropriétaire qu'on appelle le perturbateur. Ben pour le perturbateur, l'Assemblée générale annuelle, c'est Noël. C'est l'endroit où il peut exercer sa gravitation, son pouvoir d'attraction. C'est celui, effectivement, aussi, vous allez pouvoir le reconnaître par quelqu'un qui soulève des problèmes qu'on appelle des problèmes insolubles. Des problèmes qui n'ont pas de solution. Donc, ils ne sont pas vraiment des problèmes, mais qui sont des états de fait où, quand il nous met face à ça, on est un peu désarmé parce qu'on se dit, on ne peut rien faire. Alors oui, c'est sûr que c'est quelque chose de frustrant, mais on ne sait pas quoi vous répondre. Alors voilà, c'est ça nos 4 catégories. Et on va maintenant reprendre chacune de ces catégories avec vous et vous faire part de nos propositions de techniques, de trucs et astuces dans chacun des 3 cadres que Marie vous a exposés au début, c'est-à-dire si cette personne est un copropriétaire dans ses interactions avec le CA et dans la vie quotidienne de l'immeuble. Dans le deuxième cadre, c'est quand c'est un copropriétaire à l'Assemblée générale annuelle. Et dans le troisième cadre, qui est que fait-on si cette personne est un administrateur, membre du conseil d'administration? Alors, commençons tout de suite avec l'angoissé. L'angoissé, quand il est copropriétaire dans la gestion quotidienne, comment faire avec le copropriétaire angoissé? Eh bien, naturellement, une personne angoissée, on a l'instinct naturel de vouloir le rassurer. Alors, le conseil d'administration peut effectivement le rassurer par des communications à une fréquence, je dirais, rythmique, donc qui lui permet de savoir qu'une communication s'en vient par les infolettes, le babillard, mais sans non plus l'inonder d'informations. Il ne faut pas l'inonder de contenu. Pourquoi? Parce que vous voulez montrer aux copropriétaires angoissés que le conseil d'administration s'en occupe, que tout est sous contrôle. Alors, pour faire ça, vous ne pouvez pas abreuver les copropriétaires de dizaines et de dizaines de lignes d'informations sur absolument tout ce que vous faites, mais plutôt une communication condensée qui indique que vous êtes au courant de tous les dossiers qui sont sur la table et vous vous en occupez. Au niveau de l'Assemblée des copropriétaires? Encore là, on a affaire à quelqu'un d'angoissé. Donc, le copropriétaire angoissé qui vient à l'Assemblée de copropriétaires, il a préparé, il a potassé, il a lu tous les documents qui faisaient partie de son avis de convocation. Il est donc bien, bien stressé, il a beaucoup de choses à dire, mais il a souvent des commentaires ou simplement un discours à faire valoir plus que des questions. Il est important dans le cadre de l'Assemblée des copropriétaires d'encadrer ce copropriétaire angoissé pour éviter en fait qu'il ne vienne décharger toute son angoisse et que ça se finisse en un discours interminable qui, en fait, n'a pas vraiment de questions. Alors, l'intérêt d'avoir un président d'assemblée qui va l'encadrer, c'est de dire à ce copropriétaire, écoutez, voilà, dans un certain laps de temps, je vais vous demander de rassembler de façon précise les questions que vous avez concernant les différents ordres du jour. Le message que le conseil doit passer en réponse aux inquiétudes de cet angoissé et que le conseil d'administration s'occupe des problèmes soulevés, mais surtout que le conseil a un plan pour y faire face et un échéancier. C'est la seule façon qu'on va avoir d'encadrer cet angoissé et d'encadrer les angoisses de cet angoissé. Comme administrateur, finalement. Alors, que faire si au sein de votre conseil d'administration, vous avez un membre qui répond à ce profil?
Bah alors, la première chose, notre premier conseil, ça va être, il ne faut absolument pas qu'il s'occupe de tout. Il ne faut pas qu'il se retrouve dans son escarcelle de nombreux dossiers de l'immeuble parce qu'il va se sentir complètement submergé, puis ça va bloquer. Alors, vous devriez plutôt envisager de lui attribuer des rôles spécifiques, des missions spécifiques qui ne sont pas des dossiers chauds. Alors, on penserait à la comptabilité, à des nouveaux projets comme des projets d'amélioration, de transformation. On pense par exemple à des remplacements de parties communes comme la décoration. Mais rien qui n'a un aspect sensible et encore moins les dossiers de procédure judiciaire qui là, vont beaucoup trop l'insécuriser dans la mesure où on peut aller dans de multiples directions quand on gère des dossiers de procédure judiciaire. Le mot d'ordre, en fait, c'est le moins de stress possible pour cet administrateur. Donc, vraiment le cantonner dans des postes qui sont plus cléricaux que des postes qui sont hautement stressants. Deuxième catégorie, mais notre ex-audacieux, mais plutôt suspicieux. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec lui dans le cadre de ses interactions avec le conseil d'administration? C'est certainement le personnage et la catégorie qui donne le plus de fil à retordre au conseil d'administration et il est très prenant dans ces demandes qui sont souvent répétées. Le mot d'ordre pour la gestion de ce copropriétaire dans la vie de tous les jours, ça va être l'encadrement. Il faut absolument que le conseil d'administration prenne position et établisse un modus operandi. Comment va-t-on pouvoir contacter le conseil d'administration? À qui on va adresser notre demande? Est-ce qu'on envoie ça à tous les administrateurs? Est-ce qu'il y a une personne qui est désignée? Est-ce que c'est le gestionnaire? Donc, il faut absolument donner la recette aux copropriétaires et particulièrement à celui qui est dans la catégorie suspicieux. Il faut lui établir aussi dans quel délai on va lui répondre. Alors, n'oubliez pas que celui qui est suspicieux, là, il est toujours en train de penser qu'il y a anguille sous roche. Donc, le plus de temps vous prenez pour lui répondre, le plus il suppose qu'il y a anguille sous roche. C'est important qu'il sache dès le début que vous ayez établi les délais dans lesquels vous allez répondre, que vous établissiez également des règles de fonctionnement. Alors, il y a une façon de s'adresser au conseil et il y a des choses qu'on peut demander ou non au conseil. Il faut aussi que ce copropriétaire-là comprenne que certaines de ces demandes sont ou non recevables. Alors, quand on a un copropriétaire qui demande systématiquement à consulter les registres, à consulter tous les documents, puis à remonter jusqu'à 15 ans en arrière, il va falloir qu'il comprenne ce à quoi il a droit exactement dans la consultation des registres, comment il va pouvoir les consulter et à quels frais. Alors, ça implique évidemment que le conseil sache exactement quelles sont ses obligations à cet égard. Il va falloir que vous fassiez preuve de structure, de règles et de fermeté à l'égard de ce copropriétaire-là. Et le conseil d'administration doit vraiment prendre une position ferme à un moment donné pour ne pas sombrer dans de beaucoup trop d'échanges qui n'en finiront plus. Et ça, sans peur de se faire poursuivre. Alors, à un moment donné, le conseil d'administration devra cesser de répondre. Au niveau de l'assemblée des copropriétaires, le copropriétaire suspicieux, eh bien, il va voir le complot. C'est certain que pour lui, l'assemblée des copropriétaires, ça va être une séance pour entourlouper le monde parce que le conseil d'administration veut nécessairement cacher quelque chose. Alors, il faut, face à un copropriétaire suspicieux, limiter ses temps d'intervention et surtout les concentrer. Donc, pour ça, demandez à votre président d'aviser de manière générale à tous les copropriétaires d'éviter lors de leurs interactions des accusations sans fondement et dites à votre président d'être très ferme sur le respect et la courtoisie dans les échanges et la façon dont on pose les questions. Est-ce que vous prenez plusieurs questions d'un même copropriétaire sur un même point? Est-ce que vous prenez toutes les questions à la fin d'un point ou au milieu d'un point? Est-ce que vous prenez
dès le début de l'Assemblée les points qui seront évoqués au Varia, ou est-ce que lors du Varia, vous laissez n'importe qui poser sa question? C'est tout ça dont on parle pour pouvoir gérer une assemblée avec ce type de copropriétaire. Et j'insiste sur la question des accusations qui peuvent être portées par ce type de copropriétaire. C'est souvent ce type de copropriétaire qui, lors d'une assemblée, vont accuser le conseil de mal gérer l'argent, de prendre l'argent, bon, etc. Il va vouloir faire un audit parce qu'il suspecte qu'il y a des anomalies. Je pense qu'il faut également aviser votre président d'assemblée d'être très ferme et de ne pas tolérer ce genre d'accusations qui n'ont pas leur place lors des assemblées de copropriétaires et lui rappeler bien souvent des cas où enregistrer l'assemblée des copropriétaires pour calmer ses ardeurs. Ce qui nous amène à qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait si cette personne arrive sur le conseil d'administration? Eh bien, ça, c'est problématique, évidemment, puisque cette catégorie de copropriétaires-là, difficile, n'a aucune confiance aux autres administrateurs, puisque dans le fin fond de lui-même, il n'arrivera jamais à dépasser les doutes qu'il a sur tout le monde. Alors, vous imaginez au sein du conseil comment ça va être agréable de pouvoir traiter avec ce type de copropriétaire-là. C'est celui qui va toujours être dissident dans les décisions des copropriétaires du conseil et qui va passer son temps et le temps des réunions du conseil à contester les décisions ou les actions qui ont été prises par les autres administrateurs. Donc, c'est assez compliqué. Donc, ce n'est pas forcément une catégorie de copropriétaires qu'on veut voir au sein du conseil. Mais si par contre vous êtes mal pris et qu'il est élu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, il va peut-être falloir le cantonner à des dossiers de précision, hein, puisqu'il est minutieux d'en trouver la bibite. Peut-être le mettre dans monter des dossiers, par exemple, si vous avez des dossiers à monter, tenir les registres à jour, puisqu'il est assez quelqu'un qui va fouiller, qui va aller mettre des choses à jour. Ce sera peut-être les bons éléments là, pour pouvoir Tout à fait. mettre. Je pensais notamment à des dossiers de sinistres, les dossiers de gestion de sinistres d'assurance, les dossiers qui impliquent une responsabilité, parce que comme c'est un tempérament suspicieux et qui est toujours dans le doute et la méfiance, bah, clairement, si vous êtes dans des dossiers de sinistres, il va être à même de monter un bon dossier sur établir la responsabilité, par exemple, d'un copropriétaire dans un dégât d'eau. Notre troisième catégorie, le derrière son écran. Alors, au niveau des techniques qu'on peut vous proposer pour ce type de profil, s'il est copropriétaire dans la gestion du quotidien pour le conseil d'administration. Eh bien, là aussi, c'est un peu la même recommandation que nous avions pour le profil suspicieux, c'est-à-dire beaucoup d'encadrement. Beaucoup d'encadrement, une tolérance zéro pour les menaces et des règles claires à adopter sur les communications avec le conseil d'administration. Au niveau de l'assemblée des copropriétaires, eh bien, la personne derrière son écran, que Marie-Cécile a aussi appelé monsieur ou madame majuscule, qui écrit en majuscule gras souligné ses courriels, eh bien, c'est une personne qui va clairement justifier l'absence de clavardage, par exemple, sur les assemblées virtuelles. Parce que c'est une personne qui peut tomber là-dedans rapidement dans de l'agressivité, des insultes, du mépris et du manque de courtoisie. Alors, ces interventions doivent être limitées en temps et surtout, vous devez dire à votre président d'assemblée de bien rapporter ce copropriétaire à la question. De sorte qu'elle ne se lance pas dans de grandes déclarations appuyées par de multiples documentations. L'Assemblée des copropriétaires, certes, c'est un lieu d'échange, mais c'est surtout un lieu où nous répondons aux questions des copropriétaires. Une autre recommandation pour l'Assemblée, vu que ça peut être une personne un peu timide, qui est très forte derrière son écran, mais pas devant la personne en vrai, eh bien, c'est de lui demander d'ouvrir sa caméra si on est en assemblée virtuelle et de rappeler que l'assemblée est enregistrée. Alors, également, une recommandation pour le président d'assemblée de rappeler que tout copropriétaire s'exprimant engage sa responsabilité de par les propos qu'il tient.
C'est peut-être aussi un petit conseil, c'est vraiment, et j'insiste sur le fait de le ramener à l'ordre du jour. Alors, il faut que ces interventions soient vraiment spécifiques sur les points de l'ordre du jour. Il faut aussi éviter, puisque souvent il est dans la confrontation, il faut surtout éviter pour le conseil de répondre en se justifiant. Alors, ce copropriétaire, il a besoin de jus, il a besoin qu'on mette de l'huile sur le feu. Alors, si vous lui donnez une réponse, une justification, il va vous revenir avec autre chose. Tandis que si vous prenez plutôt la question, vous y répondez calmement, il n'y a plus de jus qui sort, il n'y aura plus de réponse non plus parce qu'il n'y a pas ce sentiment d'échange qui s'est élaboré entre vous et lui. Alors, c'est bien important. N'oubliez pas aussi, qu'est-ce qu'on fait avec ce copropriétaire s'il est administrateur? C'est peu souvent le cas. Pourquoi? Parce que ce copropriétaire, il est confortable derrière son écran. Il est confortable d'être dans l'opposition et non pas dans la prise de décision parce que c'est beaucoup plus facile de contester les décisions du conseil que d'amener des solutions puis de faire partie de la solution. Donc, il est très peu enclin à se présenter au sein du conseil d'administration. Il aime beaucoup mieux être en arrière de son écran et pouvoir gérer le tout à distance. Mais si jamais, par un hasard, il était élu à titre d'administrateur de copropriétaire, d'administrateur de votre syndicat, je pense que le bon coup à lui faire, c'est de lui faire s'occuper en fait des plaintes des copropriétaires. Alors, la gestion quotidienne des plaintes et des demandes des copropriétaires, ce serait un bon dossier qu'on pourrait confier à ce copropriétaire. Notre quatrième et dernière catégorie, le perturbateur ou la perturbatrice. Alors, dans le cadre de la gestion quotidienne, si cette personne est un copropriétaire et non un administrateur, eh bien, on rappelle que le perturbateur, c'est celui qui a besoin d'attention. Alors, une des techniques logiques, c'est de lui en donner. Alors, on n'est pas pour lui donner toute l'attention qu'il réclame, mais on peut lui en donner au moins un peu. Alors, des idées, ce sont de l'impliquer dans des comités. Évidemment, il faudra qu'il soit à la tête du comité ou de l'impliquer dans des regroupements sociaux. On disait tantôt que ça peut souvent être le profil de ceux qui créent des groupes Facebook. Évidemment, nous ne sommes pas en train de vous dire que tous les administrateurs de groupes Facebook sont des profils de perturbateurs, mais c'est quelque chose qui peut rassasier ce besoin de polariser, de les impliquer dans des regroupements sociaux virtuels, sur Facebook par exemple, ou dans des regroupements sociaux réels, tels qu'on les a connus et qu'on les connaîtra encore, comme les pluchettes de blé d'Inde, le party de Noël ou les comités décoration ou amélioration des aires climatisées. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent polariser les copropriétaires. Et évidemment, on peut aussi contrer ces élans en donnant des suivis sur les dossiers sur lesquels, lui, il essaye de mousser auprès des copropriétaires qu'il croise dans les corridors et dans les parties communes. Si, en tant qu'administrateur, vous sentez qu'il y a un dossier qui est en train de brûler et que ça commence un petit peu à susciter un peu trop d'intérêt de la part des copropriétaires, les perturbateurs vont monter au créneau. Alors, pour tout de suite contrer ces élans-là, une suggestion, c'est de mettez-vous en avant. Donc, communiquez tout de suite sur le dossier auprès de tous les copropriétaires. On pourrait aussi envisager, dans un certain sens, de lui demander son opinion, même si ultimement, on n'en tient peut-être pas toujours compte, mais le faire sentir qu'il y a un intérêt et que sa présence et son besoin d'attention est également comblé. Mais comme l'a dit tout à l'heure Ludovic, ce copropriétaire-là, l'Assemblée des copropriétaires, c'est son party de Noël. Alors, il a besoin d'attention, il est tout là, c'est tout le temps lui qui a les questions. Alors, quand vous regardez les procès-verbaux des années antérieures, c'est le nom que vous retrouvez constamment, donc celui qui pose les questions. Il aime ça, lui, ouvrir sa caméra, si c'est en virtuel. Il a beaucoup de questions. Il se dit représentant de beaucoup de copropriétaires. Alors, le mot d'ordre pour ce copropriétaire lors d'une assemblée, c'est l'encadrement.
Alors, c'est le copropriétaire, là, quand on avait des assemblées en présentiel, qui venait prendre le micro en avant là, avec un paquet de documents et qui en avait pour 20-25 minutes à vous conter toutes sortes de choses. C'est celui aussi qui fait les résolutions attendu que en assemblée, qui fatigue tout le monde. Alors, en virtuel, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui va constamment lever la main, qui a besoin de cette attention. Alors, il faut l'encadrer. Donc, encore une fois, demander au président d'être très strict dans les interventions, dans la durée des interventions, dans le nombre des interventions et ne pas laisser ce copropriétaire partir tout feu, tout flamme dans un discours qui est mélangé de « moi, je suis meilleur, dans le temps, c'était ça, puis moi, je pense que si », et plutôt le ramener à des questions. Alors, lui dire, c'est parfait, nous sommes à tel point de l'ordre du jour, quelles sont vos questions? Lui demander de circoncire, de préciser ses questions et de les faire toutes d'un coup. Ça lui coupe aussi un petit peu d'élan là, sur le fait qu'il peut partir. Encore une fois, éviter les confrontations avec ce copropriétaire. Alors, l'Assemblée des copropriétaires, ce n'est pas un mini-procès là, où les gens se renvoient la balle et s'attaquent. C'est complètement inutile. Ça ne fait qu'attiser les conflits entre les copropriétaires et le désintérêt chez certains. Alors, c'est vraiment de préciser ces questions et de l'encadrer. Et au niveau de ces questions, c'est le copropriétaire qui va venir au micro à l'Assemblée et qui va dire « j'ai 5 questions » et qui va exiger de les poser tour à tour et entre lesquels il exige une réponse. De cette façon, il reste au micro beaucoup plus longtemps et il instaure un débat avec riposte, réplique, avec le conseil d'administration. On ne veut pas ça. Une assemblée, ça n'est pas ça. Alors, en tant que président d'assemblée, vous pouvez exiger que ce soit en personne, moi je le fais en personne et en virtuel, vous exigez que le copropriétaire pose toutes ces questions d'un coup, vous les notez, et ensuite le conseil d'administration ou le gestionnaire répond à chacune des questions les unes à la file des autres. Et de cette façon, on limite l'instauration d'un débat et d'un ping-pong. Puis aussi, l'intensité des échanges peut grandement être diminuée si dans le courant de l'année, il y a eu une certaine communication des informations dont on parlait avant, parce qu'il y a eu moins là, il y aura moins d'enflammage, si je peux dire, de la part de ce copropriétaire-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ce copropriétaire-là? Sur le conseil d'administration, alors à votre avis, qui est ce copropriétaire perturbateur sur le conseil d'administration? Le président. C'est évident. Alors, ce sera notre président à coup sûr. Il sera omniprésent. Mais si vous voulez que ça fonctionne, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas, mais si vous voulez que ça fonctionne, ça n'en prend qu'un par contre. Parce que sinon, ça va être une guerre de coqs sur le conseil d'administration. Alors, c'est envisageable d'avoir un copropriétaire perturbateur, entre guillemets, selon le profil, sur votre conseil d'administration, mais ça prend une alchimie avec les autres administrateurs qui devront d'une certaine façon être un peu plus passifs et se laisser, je ne dirais pas forcément diriger, mais se laisser guider par par ce profil-là. Alors, il sera la figure, la tête de proue du conseil d'administration, tandis que les autres seront les mains du conseil d'administration, ceux qui vraiment exécuteront et seront dans le cœur des dossiers. Mais lui, il faudra lui laisser le contact avec les soumissionnaires, le contact avec le gestionnaire, la présidence du conseil d'administration et le côté très sociable de la tâche. Alors, ça conclut nos quatre personnalités avec leurs points positifs, leurs points. Je pense qu'on a quand même trouvé des points positifs à ces copropriétaires difficiles. Comment les encadrer et quoi faire avec eux si jamais ils sont de la part du conseil d'administration. Alors, si vous avez des questions sur la présentation, on est là pour y répondre, ça va nous faire plaisir. Donc, on est prête à prendre la première question. Alors, on a une question du public qui nous a laissé un message qui dit « Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un propriétaire qui, tout seul, rassemble les 3 personnalités que vous avez alléguées? » Alors, on en a 4, donc on ne sait pas lesquelles mais 3, c'est déjà beaucoup. Laquelle il n'a pas.
Écoutez, quand vous en avez un qui rassemble les 3 ou même les 4 personnalités, ça reste un copropriétaire qui vit chez vous. Alors, il va falloir l'encadrer, hein. Vous ne pouvez pas appeler la police pour le jeter en prison et l'empêcher d'être copropriétaire. L'idée de tout ce qu'on vous a dit, vous l'aurez compris, c'est de transformer les défis et les enjeux de chaque personnalité en force et en atout pour votre immeuble. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous avez vu, on a trouvé une place pour chaque profil dans un conseil d'administration. Il faut simplement pas faire l'erreur de croire que ces profils-là, qui sont des profils pas faciles, peuvent combler toutes les places sur un conseil d'administration. C'est impossible. Alors, si vous avez un copropriétaire qui cumule tous les profils, il faut que vous alliez vers le profil qui est le plus proéminent chez cette personne-là. En fait, le fait que vous conjuguiez une personne qui a 3-4 personnalités de copropriétaire difficile ou que vous en ayez 3-4, c'est la même chose. Et il y a un aspect positif à ça, c'est que ça va vous permettre en tant qu'administrateur de vous améliorer. Alors, lorsqu'on est en contact et qu'on échange avec ces copropriétaires, mais forcément, ils prennent plus de place et plus de temps que le copropriétaire normal dont on n'entend pas parler, sauf à l'Assemblée des copropriétaires. Alors, ils demandent, oui, plus de temps, plus d'énergie, mais ils vont également demander à ce que vous vous raffiniez dans vos méthodes, à ce que vous mettiez au point des règles, à ce que vous soyez beaucoup plus strict dans le respect des formalités et ultimement, vous rendre des meilleurs administrateurs et des meilleurs gestionnaires. Alors, il faut partir avec cette pensée positive et se la répéter à chaque fois qu'on reçoit un courriel d'une de ces copropriétaires-là en se disant « OK, ça m'écoeure, encore lui, un outil fatigant, mais ultimement, je vais devenir un meilleur administrateur et ma copropriété va très certainement en bénéficier parce qu'elle va également être mieux administrée et gérée. » Le suspicieux, c'est le meilleur exemple. Oui. Le suspicieux, aucune confiance n'est possible, mais si vous l'avez sur le conseil d'administration, c'est quelqu'un qui va tout le temps vous pousser dans vos retranchements. Alors, la forme est désagréable, mais le fond l'est beaucoup, parce que c'est rarement quelqu'un qui est à côté de la plaque. C'est quelqu'un qui apporte des challenges et c'est quelqu'un qui oblige le conseil d'administration à respecter les règles qui sont en place, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Alors, on a une autre question d'une commentateur sur Facebook qui vous demande quels seraient vos conseils pour éviter l'effet de groupe sur un copropriétaire problématique qui ferait que contaminer les autres avec ses doutes et ses accusations lors d'une assemblée. Encore là, je pense que le mot d'ordre pour ce copropriétaire-là, c'est l'encadrement. Alors, c'est surtout dans le cadre d'une assemblée de copropriétaires où il peut être dommageable. Alors, il y a 2 endroits où il peut être très dommageable. En fait, plus que ça, en y pensant. Il y a les chaînes de courriel qui sont souvent très néfastes en copropriété. Donc, un copropriétaire qui a l'adresse courriel de tous ses voisins, que ce soit obtenu légalement ou plus ou moins légalement, et qui va faire parvenir des échanges et qui va vraiment amener une espèce de dimension très lourde dans la copropriété, que ce soit sur la base d'une page Facebook, par exemple, on va publier toutes sortes d'affaires, ou que ce soit dans le cadre d'une assemblée de copropriétaires parce qu'il a été chercher des procurations de gens qui étaient peut-être moins intéressés à la copropriété et qui se sentent représentants d'un groupe. Le mot d'ordre, c'est l'encadrement. Alors, les chaînes de courriel, c'est à proscrire. La page Facebook, c'est à encadrer. Le copropriétaire en assemblée, il est encadré. Alors qu'il soit là, lui, tout seul, ou qu'il représente 50 copropriétaires, il va avoir droit à 2 minutes pour faire ses représentations, ses questions. Il va avoir ses réponses et on va passer au point suivant. Alors, c'est vraiment l'encadrement qui va permettre à ce copropriétaire d'être encadré puis éviter toutes sortes de débordements et toutes sortes de ralliements aussi. Mais pour partager une chose que je fais en assemblée, moi, je peux vous dire, par exemple, pour contrer l'effet de groupe dont il était question dans le questionnement de madame, c'est en assemblée au moment où on commence à paniquer un peu parce qu'on sent qu'il y a un effet de masse qui se crée, c'est de rappeler à toute l'assemblée combien on est dans la salle, que ce soit physique ou virtuel,
combien de personnes sont là, combien de personnes sont représentées par procuration et combien de personnes totales il y a dans l'immeuble. Et ça, souvent, parce qu'il est rare quand même d'avoir une assemblée où tout le monde est là, ça va beaucoup apaiser et tempérer en se disant « Ok, il y a une personne qui sème la zizanie, qui prétend qu'elle en représente 10, elle peut bien en représenter 10. Il y a toujours bien que 50 personnes dans la salle dans une copropriété de 90, 115, 125, 250, même si vous êtes à une assemblée de rattrapage. Donc, c'est totalement dérisoire par rapport à la masse. Ce ne sera pas forcément toujours le cas, mais ce ratio-là peut permettre de remettre le contenu en perspective. Et dédramatiser aussi. Alors, le copropriétaire qui s'avance en disant « tout le monde m'a dit que » ou « tout le monde dit que », peut-être qu'il va l'amener à préciser c'est qui tout le monde, c'est combien de personnes, c'est qui exactement, il représente qui, quoi. Et ceux qui disent prenons un vote, faisons un sondage. Sur les assemblées virtuelles, c'est très commun maintenant de demander ça. Un sondage, OK, mais un sondage avec un quorum de 60%, déjà on fait un sondage sur 60% des gens. Donc, on a 40% qui sont pas connectés, qui ne sont pas là. Alors, déjà, c'est très, très peu représentatif. Et quand bien même sur votre sondage que vous faites à 60%, vous avez un résultat de 75%, ça semble beaucoup, mais c'est 75% de 60%. Donc, on parle de 45% de tout l'immeuble, ce qui n'est même pas la majorité de tout l'immeuble. Alors, remettre les choses en perspective, c'est ça. Lorsque vous parlez d'avoir des groupes Facebook, avoir des profils, des groupes courriels, à quel point, lorsqu'il y a des commentaires qui se font, qui embarquent sur l'effet de masse d'un côté ou de l'autre, on est censé, à titre d'administrateur, intervenir pour peut-être faire cesser la vague de commentaires? Est-ce que légalement, on doit intervenir aussi? Alors, la place du conseil d'administration dans les réseaux sociaux, c'est une question très pertinente et très sensible, parce qu'un conseil d'administration ne devrait jamais créer de compte Facebook. Pour la simple et bonne raison que vous ne pouvez pas avoir tous les copropriétaires sur le compte Facebook. Or, vous, en tant que conseil d'administration, vous avez l'obligation de vous adresser à toute la communauté des copropriétaires et pas à un groupe restreint de copropriétaires. Donc, un conseil d'administration ne devrait pas être le représentant d'un groupe Facebook. Et donc, de facto, un groupe Facebook ne représente pas le syndicat de copropriété. Alors, quand vous avez un groupe Facebook qui déraille, là, eh bien, ce qu'un conseil d'administration pourrait faire dans les commentaires, c'est simplement rappeler que le forum sur lequel on échange n'est pas le syndicat de copropriété et que si une discussion devient une préoccupation, il fera plaisir au conseil d'administration d'en parler à la prochaine assemblée, mais il est hors de question que ce forum devienne l'assemblée. Bien important de rappeler ça, que les copropriétaires, dans leurs échanges et leurs commentaires Facebook, ne sont pas dans une assemblée, ne sont pas dans un forum de nature délibérante au sens du syndicat de copropriété, parce que des gens n'en font pas partie. Les chaînes de courriel aussi, il faut en parler parce que ça, c'est vraiment quelque chose de très pénible. Alors, d'une part, les adresses courriels que le conseil d'administration possède, il le possède à titre d'administrateur du syndicat. Donc, ce n'est pas quelque chose de public, à moins que les copropriétaires aient accepté qu'il y ait un échange entre eux des adresses courriels. Première préoccupation. Deuxièmement, dites-vous que les chaînes de courriel avec réponse, re-réponse, re-réponse, ne sont pas lues par les copropriétaires. Tout le monde se sent agressé et écœuré par des échanges qui n'en finissent plus. Ce n'est donc pas non plus le bon moyen pour échanger avec les copropriétaires. Alors, si vous recevez un courriel d'un copropriétaire qui est fâché, qui est frustré de la situation et qui met en copie tous les copropriétaires, ne rentrez pas dans le jeu vous-même de faire une réponse à tous et de commencer à vous justifier. Ça ne va faire qu'attiser la problématique. Alors, une réponse courte, du style « nous en parlerons à l'Assemblée » ou rectifier certains faits serait nettement suffisant. Mais ne commencez pas à faire des justifications et une tonne de réponses par chaîne de courriel parce que ce n'est vraiment pas la place non plus. Alors, on a une question anonyme ici qui dit « Les assemblées virtuelles semblent favoriser les personnalités 2 et 3. Est-ce que les assemblées en
en présentiel serait préférable pour gérer ce genre de personnalité? Donc, les suspicieux est derrière leur écran. Ouais. Alors, derrière leur écran, c'est sûr. Ça, c'est certain. Le suspicieux, qu'il soit en présentiel ou en virtuel, C'est pareil. c'est pareil. Il va avoir des doutes dont il va faire part. Donc non, pour la personnalité 3, assurément. Mais la personnalité 3 n'est pas née avec les assemblées virtuelles. Hein. Il a toujours existé. Évidemment, il a peut-être pris un peu plus d'ampleur depuis la dernière année et demie, mais le propriétaire, derrière son écran, il a existé en tout temps. Alors, c'est celui qui a besoin un petit peu de se cacher. Alors, pour lui, les assemblées virtuelles, oui, il est derrière son écran, mais souvent à caméra fermée. C'est celui qui va avoir soudainement des problèmes pour ouvrir sa caméra, il va avoir une difficulté technique parce qu'il n'est pas à l'aise dans la confrontation directe. Est-ce qu'il serait moins à l'aise encore dans le cadre d'une assemblée présentielle? Oui, peut-être, parce qu'il devrait venir devant tout le monde, exposer son cas. Donc, ça lui ferait peut-être effectivement un peu plus peur, mais c'est même pas, je vous dirais, c'est même pas un profil qui est de manière certaine aux assemblées. Ça va souvent être un profil qui ne vient pas aux assemblées et qui, en revanche, vous écrit des lettres et des lettres à n'en plus finir, des courriels ou des lettres, le reste de l'année. On voit hein, ce profil-là où la personne n'est jamais aux assemblées, à regret pour le conseil d'administration, parce qu'elle a souvent le goût de lui écrire le reste de l'année, bah, si vous veniez aux assemblées, vous le sauriez. Mais donc, ça peut ne rien changer, effectivement. Est-ce que vous pensez que la présence d'un gestionnaire dans une copropriété pourrait aider à calmer ce genre de personnalité? La présence de personnalité 1, 2, 3 ou 4? Ben oui, certainement, parce que le gestionnaire, qui est un professionnel, va certainement aider et assister le conseil d'administration dans la gestion de ces copropriétaires difficiles. Alors, le gestionnaire, il faut comprendre que lui, il est au milieu des deux. Hein? Il est entre le copropriétaire et le conseil d'administration. Alors, c'est lui qui va recevoir en première ligne, normalement. C'est comme un champ de guerre. C'est ça. Et vous savez, les tranchées. Dans les tranchées, celui qui jouait du tambour en avant, ben, c'est un petit peu un gestionnaire. Il est le premier et il doit faire face. Donc, certainement, ça va alléger le travail du conseil d'administration et il peut amener aussi, de par son bagage, de sa compétence et son professionnalisme, les outils dont on vient de parler pour faire face à ce copropriétaire. Et amener peut-être une certaine distance, je pense particulièrement à celui qui est suspicieux, là, dans lequel il pourra amener une certaine distance. Peut-être que vous suspectez les administrateurs, mais moi, je suis neutre dans tout ça. Donc, il peut très certainement être un outil dans cette gestion-là. Alors, il y a des copropriétaires qui se demandent comment une copropriété devrait agir face à un copropriétaire qui se sert d'un avocat pour faire valoir ses droits. Disons, le suspicieux qui envoie des correspondances sans cesse et qui trouve que leurs questions ne sont pas répondues. Bah, l'utilisation des services d'un avocat par un copropriétaire, moi, je considère que ça illustre qu'il y a eu un échec dans la communication préalablement avec le conseil d'administration. Parce que quand le copropriétaire est rendu à utiliser les services d'un avocat, c'est que clairement, vous n'êtes pas parvenu à rejoindre le profil ou que vous avez réussi à le rejoindre, mais vous avez pris une position ferme et que vous avez cessé de répondre. Ce que nous vous avons conseillé dans le cas du suspicieux qui, à un moment donné, il faut arrêter de répondre parce que ça ne finira jamais. Donc, le recours au service d'un avocat n'est pas forcément néfaste pour un copropriétaire. Ça peut apporter une issue, une clarté dans notamment la nature des demandes, parce que parfois certains copropriétaires ont tellement d'informations, de demandes, de questionnements, de doutes et de méfiance que ils sont même plus capables de digérer pour retranscrire leurs besoins au conseil d'administration. Alors, les services d'un professionnel, effectivement, peuvent aider à
condenser et livrer la marchandise telle que le copropriétaire veut la formuler. La bonne nouvelle, si ce copropriétaire fait affaire avec un avocat, c'est aussi le fait que vous n'aurez plus directement affaire à lui. Donc, vous ne recevrez plus des courriels en plein milieu de la nuit ou des courriels qui se tiennent plus ou moins avec toutes sortes d'informations un petit peu pêle-mêle. On peut supposer que s'il fait affaire avec un professionnel du droit, les échanges et les demandes vont être plus précises et au moins porteront sur les vraies choses. Alors, ça peut être effectivement une bonne nouvelle, entre guillemets, si la présence d'un avocat peut être une bonne nouvelle à un moment donné. Pour ceux qui sont connectés sur le Zoom, ils peuvent aussi lever la main s'ils veulent s'exprimer. Et pour tous ceux qui sont sur les Facebook Live, on lit vos questions au fur et à mesure qu'elles rentrent. Alors, la conversation va bon train. Il reste à peu près 4 minutes. Est-ce que vous voulez donner des conseils à la fin à notre public? Écoutez, ça nous a fait grand plaisir de rentrer à l'intérieur d'une heure parce que quand on a préparé la conférence avec Marie-Cécile, on avait des doutes qu'on allait déborder parce qu'il y a souvent beaucoup, vous l'avez vu, hein, il y a beaucoup de contenu, beaucoup de choses à dire sur chacun des profils. C'était important pour nous d'exposer ces profils-là et nos techniques de manière respectueuse envers justement ces profils-là parce que on sait que ce n'est pas évident toujours de vivre en copropriété selon la nature de l'immeuble, la nature des copropriétaires et la nature des administrateurs. Ça peut être pour certains un défi de chaque instant. Le condo, c'est souvent l'investissement le plus important dans la vie d'une famille ou d'une personne. Et donc, concilier la vie en copropriété et le vivre ensemble, ça n'est pas une chose facile. Et heureusement, avec le Code civil, on a beaucoup de règles avec le Code civil et la déclaration de copropriété. Mais au-delà des règles, une copropriété, ça reste tout de même une gestion humaine. Puis c'est vraiment important de prendre soin de l'humain et des relations humaines en tout temps et particulièrement depuis mars 2020. Alors, voilà. C'est un sujet captivant parce qu'on ne parle pas juste de droit. Cet après-midi, on parle aussi beaucoup de psychologie, de relations humaines, comme a dit Ludovic. Alors, c'est un sujet qui va être appelé à être retraité avec d'autres fois avec de nouveaux trucs aussi parce qu'on évolue, on trouve aussi d'autres moyens des fois de les encadrer. Et si on a pu, à la fin de cet après-midi, vous donner au moins un petit message d'espoir en disant, même si vous faites affaire avec ces copropriétaires-là, mais il y a du bien, puis il y a du positif, puis il y a des solutions, eh bien, tant mieux, on aura atteint notre objectif. Alors, il nous reste à vous remercier d'avoir été là, en vous souhaitant une bonne fin de journée et en espérant vous revoir lors de nos prochaines formations que vous pouvez consulter sur notre site. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir.